Je vais poser la question, quels sont les points communs entre l'aéronautique et le monde de la santé, mais toutes les interventions que l'on a pu entendre jusque-là ont largement précédé mes propos, et donc il y a de multiples axes, comme vous avez pu vous en apercevoir. Alors, d'abord, je vais me présenter. Donc, je préside le pôle Aérospace Valley, qui est donc fait partie de la politique des pôles qui a été mise en place en 2005 par l'État français. Nous sommes répartis sur les deux régions, donc Aquitaine avec Bordeaux et Biarritz, parce qu'il y a des industries de l'aéronautique qui sont présentes dans ces villes-là, et Toulouse, Tarbes pour la partie que l'on appelait avant Midi-Pyrénées, qui s'appelle maintenant Occitanie. Alors, je travaille par ailleurs chez Airbus, où je suis à la direction de la recherche. Et par ailleurs, juste pour finir de me présenter, j'étais jusqu'il y a très peu présidente de la filiale qui s'occupe de l'avion électrique. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est l'aéronautique et le spatial en France? Donc d'abord, ce sont les excédents les plus importants de la balance française, avec un surplus commercial supérieur à 20,2 milliards d'euros ces dernières années. Donc on a l'avantage d'avoir des produits qui se vendent très très bien. On a notamment sur la partie aviation commerciale à peu près une dizaine d'années d'avance de commandes, ce qui pour un monde industriel est relativement exceptionnel. Alors, nous avons 22% de part de marché mondial. Nous partageons la première place avec les USA. Nous sommes dans la troisième place en Allemagne en termes de PIB. 180 000 emplois directs en France, 51 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et nous sommes, comme vous, puisque d'après ce que j'ai pu voir ce matin, un gros consommateur de recherche et développement pour l'amélioration de nos produits. Alors, rapidement, donc, nous travaillons sur les avions commerciaux. Vous avez vu, pour certains d'entre vous, visiter les usines Airbus. Vous êtes ici au siège de l'aéronautique commerciale. Nous avons aussi une activité très importante qui est plutôt basée à Bordeaux et en région parisienne sur l'aviation militaire. Donc, vous en avez deux exemples ici. Vous avez le Rafale et l'A400M, qui est un avion de transport de troupes. Vous avez ensuite la partie spatiale, la partie lanceur, qui se trouve en l'occurrence plutôt à Bordeaux et à Paris, sur lesquels on a de gros enjeux que je vais vous expliquer aussi. Nous avons la partie satellite, donc, qui est plutôt basée, pour ce qui nous concerne dans notre région, à Toulouse. Vous avez un centre de fabrication de satellites qui est dans les environs, avec deux gros acteurs qui sont Thales et Airbus. Nous avons aussi la partie hélicoptère qui se trouve à Marignane et qui, en l'occurrence, compte tenu du prix du baril de pétrole, souffre énormément en ce moment. Et nous avons ce qu'on appelle les business jets, avec notamment la gamme Dassault Falcon. Alors, quels sont les enjeux de recherche et développement dans notre filière? Donc, notre filière a, je dirais, beaucoup d'enjeux de recherche et développement. Les principaux, c'est l'allègement de nos structures. Donc, nous travaillons beaucoup sur les matériaux. Nous travaillons aussi beaucoup sur les aspects du bruit, puisque nous avons des impératifs environnementaux très importants, avec une acceptabilité de la population sur le bruit des avions qui est de moins en moins important. Vous avez vu ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes. Les gens veulent des avions, mais ils ne veulent pas qu'ils fassent de bruit, donc c'est quand même un peu compliqué. Nous avons aussi des enjeux de trafic aérien, c'est-à-dire qu'en fait, le trafic aérien va s'intensifier, donc il faut arriver à faire passer plus d'avions dans un même créneau aérien. Donc c'est aussi des enjeux importants de gestion des flux et aussi des enjeux très importants de sécurité, bien sûr, sur le transport lui-même, c'est-à-dire la possibilité de ne pas se faire pirater, de ne pas se faire interférer des communications pour pouvoir détourner des avions ou créer des menaces. Voilà. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est que les pôles de compétitivité en France, puisque moi je vais représenter la parole des pôles de compétitivité. Donc on a travaillé depuis maintenant 10 ans en rassemblant des communautés. Donc on a considéré qu'il était plus intéressant de s'organiser entre grandes entreprises, petites entreprises, centres de recherche, centres de formation, pour finalement créer des feuilles de route communes et créer des projets collaboratifs dans lesquels nous organisons finalement le travail en commun qui intègre des plus petits avec des plus gros, qui donne de la visibilité aux plus petits pour savoir comment se préparer finalement aux enjeux de demain.
Alors, nous sommes un des ovales rouges, là, qui est donc dans le sud-ouest. Vous avez dans le domaine de l'aéronautique un autre pôle de compétitivité un peu équivalent qui est en région parisienne et un autre qui est plutôt sur Provence-Alpes-Côte d'Azur autour des hélicoptères. Alors, mes planches sont dans un drôle d'organisation, elles n'étaient pas comme ça, mais c'est pas grave. Compatibilité informatique crée parfois des surprises. Alors, vous avez la répartition des différents pôles de compétitivité en France. Donc, vous voyez qu'il y en a pas mal dans le domaine des biotechnologies et de la santé, qui sont normalement des acteurs susceptibles de porter un certain nombre de projets dans vos domaines. Alors, rapidement, sur quoi on travaille? Donc, on travaille sur les énergies et les systèmes électromécaniques, sur les systèmes complexes et intégration. Donc, tout ça, système complexe et intégration, ça rejoint complètement ce que vous avez vu ce matin sur les aspects de simulation. Donc, quand on va créer, par exemple, une nouvelle fusée, c'est le cas dans ce moment, on est en train de mettre au point ce qu'on appelle Ariane 6, qui est un lanceur. Alors, rapidement, l'histoire de ce projet-là, par exemple, donc nous avons une Ariane 5 qui doit en être à son 70e tir sans problème. Alors quand vous savez qu'on embarque un satellite qui coûte à peu près 300 millions, 400 millions d'euros, il vaut mieux qu'il n'éclate pas en vol, parce que ça fait à la fois c'est cher, et ensuite ça enlève finalement ce que devait faire le satellite pour un certain nombre de mois, voire d'années. Donc c'est très important qu'on ait des lancements fiables, bien sûr. Et vous avez dû entendre parler, on a eu donc un acteur américain qui est porté par Elon Musk qui a lancé un lanceur pas cher. C'est-à-dire que quand nous on lance pour 150 millions d'euros, lui il annonce lancer pour 70, c'est-à-dire grosso modo la moitié. Donc on a eu depuis, je dirais maintenant 4-5 ans, une menace très importante sur ce projet-là, sur ces lancements. Donc on est en train de revoir de manière extrêmement drastique toute l'organisation du lancement pour arriver à faire des lanceurs, entre guillemets, pas chers. Donc c'est pour ça qu'il y a eu aussi des remaniements très importants à l'échelle industrielle, c'est-à-dire qu'en fait, deux gros industriels qui étaient complémentaires, c'est-à-dire Safran et Airbus, ont créé une joint venture pour éviter finalement que l'un se vende les produits à l'autre. Enfin, en gros, je vous le fais court, quand vous avez une fusée, vous avez en fait un réservoir que l'on remplit de carburant pour permettre à la fusée de décoller. Donc Airbus faisait le réservoir, le vendait à Safran, qui le remplissait, qui le revendait à Airbus avec chaque fois 20%, vous voyez, de choses. Donc ils ont fait une joint venture qui va nous permettre de faire des économies assez considérables. Alors il y a un autre sujet qui est important pour nous, qui sont ce qu'on appelle les retours géographiques, c'est-à-dire qu'on a des programmes qui sont tellement coûteux que l'on ne peut plus les assumer tout seul. Donc on est obligé de se mettre tous les pays européens ensemble pour pouvoir développer ce genre de nouveaux produits. Et chaque pays met une somme d'argent pour permettre de collecter l'ensemble nécessaire pour développer, par exemple, un nouveau lanceur. Et chaque pays veut ce qu'on appelle son retour géographique, c'est-à-dire il dit « je mets 100, je veux pour 100 de travail ». Donc en fait, en matière de négociation avec des fournisseurs, en matière d'optimisation de l'organisation industrielle, c'est pas du tout facile, et donc on se retrouve avec des dépassements budgétaires assez phénoménaux, parce que finalement on a des sous-traitants qui sont quasiment assurés d'avoir leur marché. Donc ça aussi est en train de changer de manière très très importante. Alors on travaille aussi beaucoup dans le domaine de l'usine du futur, et ça rejoint des choses sur lesquelles on partage des choses avec le domaine de la santé. Nous travaillons beaucoup aussi sur les systèmes électroniques et logiciels, et vous avez vu ce matin des exemples qui font qu'en matière de fiabilité, et notamment en matière de fiabilité logicielle, le monde de la santé, on a pas mal d'exemples en tête, s'est appuyé sur les méthodes de conception de logiciels et de systèmes embarqués du monde de l'aéronautique pour permettre de ne pas avoir de défaillance en cours d'utilisation, ce qui est le cas de l'aéronautique. Ensuite, on travaille beaucoup sur ce qu'on appelle navigation, positionnement, observation de la Terre. Donc là, en fait, ce sont tous les systèmes qui sont issus des satellites, donc dont la géolocalisation est un exemple, qui peut, là aussi, être un sujet sur lequel on partage pas mal de projets. J'ai parlé aussi de aérostructures, matériaux et procédés, qui sont là plutôt des aspects de matériaux, comme je vous le disais. Tout ce qui est maintenance, alors là, sur ce sujet-là, on rejoint beaucoup de vos préoccupations, notamment sur les aspects de big data. C'était aussi le cas sur navigation, positionnement et télécommunications, puisqu'on se retrouve avec des quantités de données
qui sont absolument phénoménales, notamment sur les aspects de données d'exploitation des avions. Un avion, vous avez ici à Toulouse, se trouve le centre de support permanent, 24 heures sur 24. Vous avez des gens qui suivent les avions en vol, de toute la flotte Airbus qui vole dans le monde. Et donc, ces données, si vous voulez, sont amenées ici, dans un centre de stockage de données, où pour l'instant, en fait, on fait un travail sur l'exploitation au quotidien, c'est-à-dire qu'on nous envoie un indice de défaillance, on répond en disant il faut changer la pièce, ou il ne faut pas changer la pièce, ou il faut aller au prochain aéroport dans lequel on vous envoie quelque chose pour permettre à l'avion d'être opérationnel. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il y a un potentiel énorme sur de la maintenance prédictive. Et je voudrais juste faire une petite comparaison avec ce que vous avez vu ce matin et vous donner une petite mise en garde sur laquelle nous, on travaille, qui est en fait le risque désintermédiation. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation. Et je donne l'exemple de Pratt & Whitney, qui s'est allié avec IBM il y a quelque temps. Donc, Pratt & Whitney, c'est un fabricant de moteurs qui est canadien, qui fait des moteurs d'avion et des moteurs d'hélicoptères. Et en fait, compte tenu de cette analyse-là, il a bien considéré que les données d'exploitation des moteurs étaient effectivement une richesse pour pouvoir anticiper des problèmes. C'est-à-dire qu'on voit une petite dérive sur une pièce, on sent que cette pièce fatigue de manière anormale et donc on anticipe finalement le changement de la pièce pour permettre finalement au moteur de ne pas tomber en panne et à l'avion de pouvoir fonctionner 24 heures sur 24. Et en fait, il s'est allié avec IBM pour faire ce traitement à la fois de stockage et ces traitements statistiques et mathématiques permettant d'anticiper des pannes. Et en fait, on lit actuellement des articles partout sur lesquels Pratt & Whitney se dit « mais je suis en train de devenir juste le fournisseur de pièces d'IBM ». C'est-à-dire qu'IBM, petit à petit, c'est intermédiaire, c'est-à-dire devient l'interface vis-à-vis des compagnies aériennes pour leur dire « vos moteurs vont tomber en panne » uniquement parce qu'il a, lui, le contact et l'intelligence permettant d'avoir l'information. Et finalement, le fabricant de moteurs est mis, entre guillemets, dans un deuxième étage sur lequel il a moins la relation avec le client. Donc, il y a un sujet sur lequel il faut être en vigilance parce que celui qui a le contact avec le client final est celui qui apporte la valeur, quoi. Donc, il faut être très, très vigilant à ça. Et attention aussi au monopole, je voulais vous le dire aussi. Ah, pardon. Hop. Je reviens en arrière. Bon, voilà. Donc rapidement, on a aussi donc un aspect sur les interfaces homme-système. Donc ça, je pense que c'est des choses sur lesquelles on a aussi des projets à mener en commun, puisque on est susceptible aussi d'intégrer, si vous voulez, je le mets avec plein de guillemets, l'humeur du pilote. C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier des signaux de fatigue, des signaux de nervosité anormaux, des choses qui permettent, si vous voulez, d'être en vigilance et de pouvoir reprendre la main ou faire attention quand on pense qu'il y a un danger. Sachant qu'il y a eu tout à l'heure une question là-dessus, techniquement, il n'y a à peu près aucun problème pour faire fonctionner un avion sans pilote. Vous savez, il y avait un patron de l'aérospatiale il y a à peu près 50 ans, il disait mais finalement le pilote du futur, ce sera un homme avec un chien. L'homme sera chargé de nourrir le chien et le chien sera chargé de mordre l'homme s'il touche les manettes. Voilà. Donc on est tout à fait capable techniquement de ne plus avoir de pilote. Les drones fonctionnent très très bien, il y a assez peu d'accidents, voilà. Et la plupart, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en aparté, la plupart des crashs viennent d'erreurs humaines en fait. On a ou des problèmes techniques qui après font que le pilote n'a pas pris les bonnes décisions par rapport à un problème technique. Donc ce sujet, et malgré tout, je pense que personne ici, et personne nulle part d'ailleurs, sera prêt à monter dans un avion dans lequel il n'y aura pas de pilote, quoi. Donc on est quand même dans quelque chose où on se rend bien compte que techniquement c'est possible, mais on est encore on n'est quand même pas mûr du tout pour se confier, et je pense que dans votre métier c'est totalement le cas, se confier purement à des machines. Alors ensuite, bien sûr, on est sur les aspects de sécurité du transport aérien. Donc je vous fais grâce de tous les projets. On a monté au total pas loin de 700 projets. Ça représente pratiquement 1 milliard d'euros de recherche et développement. On est des très très gros consommateurs de recherche. Voilà, donc là je vous fais grâce de tout ça. C'est un petit peu tout ce que concerne les projets, quelques projets qu'on a montés, qu'est-ce que ça concerne dans les avions.
Alors ça, c'est juste, je ne vais pas vous détailler ça, c'est juste pour vous montrer la complexité du système du support d'innovation en France. Vous voyez tous les dispositifs qui sont disponibles pour financer de la recherche et développement. Donc vous avez H2020, vous avez Clean Sky, nous on a des programmes européens qui nous sont dédiés, donc ça ce sont tous les projets qui sont en haut. Après vous avez les projets ANR, hein, l'Agence nationale de la recherche, vous avez des projets régionaux, vous avez des projets qui sont financés par le PIA, hein, les projets des investissements d'avenir, vous avez des projets qui sont financés par la DGA, nous dans l'occurrence sur le domaine de la défense, hein, Direction générale de l'armement. Nous avons des projets qui sont financés dans le cadre du ce qu'on appelle le FEDER, ce sont des projets, des financements régionaux qui sont pilotés par les régions, des financements européens pardon, qui sont financés par les régions. Nous avons le Fonds unique interministériel, nous avons les PSPC, donc ce sont des projets aussi qui sont pilotés par BPI France. Donc pour vous expliquer simplement que le pôle joue aussi un rôle un petit peu d'aiguilleur dans ce maquis. Hein. On a de la chance parce qu'on a plein d'opportunités, mais ce n'est pas toujours facile, notamment quand on est une petite entreprise. Voilà. Alors, juste pour terminer, parce que je crois que mon temps de parole est écoulé, on a eu en fait depuis quelques années, hein, depuis 5-6 ans, en fait, envie de travailler sur justement des aspects de transversalité entre différentes filières. Et on a proposé, en fait, notamment à l'université de Bordeaux, de faire une expérimentation en trouvant quelqu'un, une ressource que l'on partage entre le monde de l'aéronautique et le monde de la santé. Donc cette ressource, en fait, il se trouve que c'est une jeune polytechnicienne qui a fait une thèse en neurosciences, donc qui avait déjà un double bagage. Et en fait, on l'a immergée au CHU auprès des équipes de Michel Aissaguer, donc dans l'IHU lyrique, sur la chirurgie cardiaque. Et elle est restée 1 an auprès des chirurgiens, auprès de l'équipe médicale, pour essayer de bien comprendre où étaient finalement les besoins concrets, parce que là, effectivement, les aspects de modélisation, simulation, formation par la simulation, tout le monde, et big data hein, que l'on partage, tout le monde instinctivement sent qu'il y a des passerelles à créer, mais après, il faut rentrer concrètement dans le gros des projets et monter des projets pour que des débouchés, des choses très pratiques arrivent à se mettre sur le marché. Donc, on a intégré cette personne et en fait, petit à petit, patiemment, elle tisse des liens, si vous voulez, 2 par 2, hein, des équipes de recherche dans le domaine médical, des équipes de recherche, des PME dans le domaine de l'aéronautique. Et elle crée comme ça des opportunités de travailler ensemble. Donc vous avez toute une liste. Donc voilà, une simulation de chirurgie cardiaque sur pièces réalisée par fabrication additive. Donc en fait, préalablement à l'opération, en fait, se fabrique un objet qui va représenter finalement le cas précis de ce patient-là, qui va permettre aux équipes de se former sur ce sujet-là bien précis par fabrication additive qui est fait avant le geste du chirurgien. Ensuite, des aspects de formation à l'administration au rangement de médicaments. Voilà, qui a été fait grâce à voilà, tous les acteurs que vous voyez sur la planche. Animation, autour des animations pédagogiques, donc on a eu aussi des aspects de ce domaine-là. Hop, je passe. On a voilà, un système aussi de navigation de cathéters médicaux hein, qui permet par des systèmes de géolocalisation un peu identiques à ceux que l'on utilise dans le domaine du spatial. Un simulateur mécaniquement réaliste pour les interventions cardiaques aussi. Hein, voilà, on a beaucoup de choses autour de la chirurgie cardiaque puisqu'on était au CHU. Alors un système d'eye tracking pour couper la fluoroscopie lorsque le chirurgien ne regarde pas l'écran, hein, donc qui permet, alors bien sûr la fluoroscopie s'arrête quand le chirurgien n'en a pas besoin, mais là c'est un système qui permet juste de faire une connexion uniquement en analysant le regard. Donc ça vient aussi du monde de l'automobile, hein, puisque le monde de l'automobile s'est beaucoup intéressé aux problèmes de somnolence au volant. Donc ils ont pas mal de choses qui sont capables de détecter rien qu'avec l'analyse du regard et du nombre de clignements d'yeux, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on veut avoir comme information uniquement comme ça. Voilà. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Les passerelles sont extrêmement nombreuses et voilà, maintenant il faut qu'on les travaille et qu'on trouve des ressources pour le faire. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup de cette intervention. On voit qu'effectivement, à la fois, on a les analogies sur la réflexion et finalement, vous, ce que vous appelez une flotte, nous, on appelle ça une cohorte.
et finalement, je crois qu'il y a énormément d'analogies à voir. Et puis, il y a aussi les interactions plus techniques qui mènent à l'innovation parce qu'on met les matières grises ensemble. Je trouve ça extrêmement passionnant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Jean? J'en ai une, Mme Paillard. En tant que grand manager, vous avez eu beaucoup de postes dans l'industrie. Qu'est-ce que vous donneriez comme les 2 conseils que vous pourriez donner aux hospitalo pour pousser l'innovation, pour que ça devienne un truc d'excellence dans notre domaine? Alors, pour avoir travaillé avec d'autres secteurs, d'autres filières, notamment l'énergie, notamment l'agriculture, ce que je peux vous dire dans le ressenti qui est le nôtre en travaillant en passerelle avec vos secteurs de la santé, c'est que vous êtes déjà extrêmement en attente d'innovation. Vous êtes toutes les réunions que l'on a pu faire et les travaux que nous avons pu mener avec votre secteur montrent que vous avez un appétit pour l'innovation qui est phénoménal. Vous êtes a priori une filière qui pensait que votre futur va passer par l'innovation. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'autres filières qui se font un peu submerger malgré elles, alors que vous avez bien conscience que le monde est en train de changer et que vous allez devoir anticiper ces changements, les prendre en compte bien avant qu'ils arrivent. Alors après, en matière de conseils, mais je pense que vous le faites déjà, ce qui est important, c'est surtout de ne pas faire de doublons, quoi. C'est-à-dire que les réseaux que vous avez mis en place, je l'ai vu tout à l'heure, notamment sur la simulation, le temps, ça passe très très vite. Quand on parlait tout à l'heure de l'Internet des objets, nous on a une start-up là, qui a de ça 3 ans. Moi je l'ai fait pitcher dans une réunion d'Aerospace Valley, où ils étaient 3. Ils essayaient de se faire connaître. Maintenant, dès qu'ils lèvent de l'argent, ils lèvent 500 millions d'euros comme ça. Ils sont 300 personnes ici. Ça va très, 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 très vite. L'obsolescence de tous ces produits, ce qu'on disait tout à l'heure, un produit est mis sur le marché, au bout d'un mois, on s'aperçoit qu'il ne marche pas. Allez, on sort. Donc, il faut, je pense, bien prendre conscience que tout ça va très très vite. Et quand on parle de big data, voilà, on sait bien que c'est le moment de s'en occuper, mais c'est déjà un peu tard, quoi. Donc voilà, il faut aller très très vite sur tout ça. Merci beaucoup.